Bonjour. Ah, ça fonctionne. Bienvenue au Palace. J'ai pas l'habitude de présenter, je suis complètement liquéfié. J'ai pris un verre de vin, ça n'a fait aucun effet, donc désolé si je tremble un peu et que c'est un peu maladroit. En gros, l'été ici au Palace, comme certains le savent, est l'occasion pour nous de reprendre certains films qui ont marqué la saison dernière et de construire dans le prolongement des thèmes explorés par ces films toute une programmation thématique. Alors cette année, c'est entre autres le mythe de la beauté et de la jeunesse éternelle. Désolé, je m'entends parler, c'est très horrible. Qui est ici interrogé à l'occasion de la reprise du film de Coralie Farja, La Substance. Alors, étant donné la manière dont on construit la programmation, je me suis dit qu'une manière intéressante de présenter le film sans en parler trop serait de justement m'intéresser à pourquoi montrer un film comme celui-ci. Qu'est-ce qui rend légitime de montrer Les yeux sans visage dans le cadre d'une programmation autour de deux substances? Ou en gros, quels seraient les legs de ce film d'épouvante des années 60 sur le cinéma d'horreur de Farja? Alors la réponse ne va pas directement de soi. Tout d'abord parce que le film de Franju ne traite ni de beauté éternelle, ni de jeunesse, contrairement à Fedora, par exemple, ou All About Eve, que vous pouvez aussi voir au Palace dans les jours qui suivent. Il n'est pas question ici dans le film de grandes actrices, hantées par le souci de geler leur vieillissement, voire d'en inverser le cours pour satisfaire aux demandes de leurs producteurs hollywoodiens. Il est ici question de réparation suite à un accident familial avec des personnages qui ne sont pas du tout archétypés comme peuvent l'être ceux des autres films. Donc ce n'est pas un récit où des individus sont poussés à, malgré eux, ou enfin plutôt malgré elles, à transcender les limites de leur corps, mais deux individus singuliers, un père et une fille, rongés respectivement par la culpabilité et le ressentiment. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas trop de rapport. Si on doit trouver donc une filiation entre les deux films, elle serait plutôt à chercher du côté du body horror, ou du coup ce genre cinématographique auquel on pourrait rapprocher les deux films. Et là aussi, ce rapprochement n'est pas tout à fait évident. Il faut savoir que quand le film est sorti du coup en 1960, il a d'abord été présenté au Festival du film d'Édimbourg et puis après il a eu une sortie internationale. Le film a reçu un accueil catastrophique, enfin un accueil complètement défavorable du fait que Franju ne trouve pas vraiment sa place dans la grande tendance, si on veut, qui renouvelle complètement le cinéma en France et qui se construit autour des cahiers du cinéma et de positifs, c'est-à-dire la nouvelle vague. Donc il faut savoir que la même année, en 1960, Truffaut présente Les 400 coups à Cannes. Et voilà, enfin, l'impression qu'on a, c'est qu'on a ce réalisateur français, par ailleurs très apprécié pour certains films qu'il avait fait avant, mais qui a complètement raté le coche de la nouvelle vague et qui fait un truc qui n'est pas vraiment dans l'air du temps, si je peux dire. Et en fait, il faut attendre 1995 pour que Sight and Sound, donc le magazine du British Film Institute, qui est quand même assez renommé, réputé, à l'occasion de la ressortie internationale du film, de publier un article où il tente de réécrire complètement l'histoire du film et d'en faire un chef-d'œuvre passé sous la trappe en quelque sorte, en le resituant dans une toute autre constellation d'auteurs et de cinéma qui est le film d'horreur moderne. Et du coup, il tisse des parallèles, par exemple, avec Psycho de Hitchcock ou Peeping Tom de Michael Powell, qui ont tous les deux été aussi réalisés en 1960. Donc le fait qu'on puisse apprécier déjà ce film comme un film d'épouvante et un film d'horreur, ça ne va pas vraiment de soi, ça dépend de toute une critique de film, de toute une industrie qui décide de ressortir des films à certains moments. Et voilà, je trouve que c'est important de le situer. Mais maintenant qu'on est en position de rassembler ces deux films, donc La Substance et Les yeux sans visage, dans une même catégorie de cinéma qui serait le body horror ou le film d'épouvante ou le film gore,
qu'est-ce que pourrait être l'élément qui serait peut-être contenu déjà, ne serait-ce que virtuellement ou potentiellement dans le cinéma de Franju, et qu'on retrouverait aussi dans le cinéma de Farja, et qui justifierait du coup de montrer ce film. Alors, je ne dis pas que j'ai la réponse, mais je pense qu'un élément, ça pourrait être un usage tout à fait particulier et résolument politique, en fait, du dégoûtant, de ce qui retourne complètement l'estomac, de ce qu'on appelle le splatter en anglais, ou le gross out. Donc vraiment tout ce qui fait gerber, quoi. Je dis ça parce que d'habitude, j'ai l'impression, sans parler des films, mais en tant que spectateur, on a peut-être tendance à penser que toute cette panoplie d'effets constitue en fait un dispositif visant uniquement à, tester ou à faire éprouver au spectateur la limite de sa propre physiologie. Ce sont des films qu'on peut voir pour savoir jusqu'où on peut aller dans l'horreur, jusqu'où on peut continuer à regarder, ce qui est un plaisir en fait en soi, et aussi le plaisir que ça cesse en fait à un moment. Et il y a tout un jeu de déplaisir et de plaisir qu'on retrouve, qu'on pourrait penser retrouver dans des films d'horreur classiques. C'est peut-être à l'exception de la scène finale du film dans The Substance, j'ai l'impression que le gore remplit quand même une autre fonction, tout à fait différente. En fait, quand Coralie Farja, en gros, en créant le dégoût par le marquage d'un corps tout à fait monstrueux, devenu monstrueux par des signes qu'on peut pourtant assimiler uniquement à la vieillesse, cette manière de construire le dégoût, elle a, pour objectif de détourner en quelque sorte ce dégoût de l'objet de ce qu'on est en train de regarder, qui serait un objet dégoûtant, et en fait de le retourner vers le spectateur, qui est en quelque sorte confronté à sa propre manière d'évaluer ce qu'il voit. Ce qui nous dégoûte un peu là-dedans, c'est d'être dégoûté même par le fait de pouvoir être horrifié par un monstre qui est juste une vieille personne, en fait. Et on sent très bien dans le film, alors je ne dis pas que c'est réussi ou pas, ça je ne sais pas trop, mais qu'en gros, ça tente de... le gore est utilisé pour remettre en question plein de choses. C'est un usage critique et non pas jouissif. Et je pense qu'on trouve la même chose dans le film de Franju. Et c'est une des... c'est peut-être pas la singularité de ce cinéma, mais la particularité, c'est qu'il montre une maîtrise très avancée de l'usage de ce genre d'effets, précisément pour créer des effets politiques. Alors, là où chez Farja, par exemple, le gore, le dégoûtant a pour but de... Attendez, j'ai noté une phrase qui dit ça très bien. Voilà, donc j'ai mis l'esthétique critique du choc chez Franju ne lui sert toutefois pas à réveiller le sujet aux forces qui structurent l'industrie du divertissement, comme c'est chez Farja, par exemple, mais celle qui hante plutôt la société française, la France d'après-guerre. En gros, et là où je veux en arriver, c'est que tout l'imaginaire du film et tout ce qu'on peut voir, les éléments qui sont convoqués pour créer le sentiment d'épouvante et même le sentiment du dégueulasse, sont en gros tirés d'un imaginaire travaillé par les 2 guerres mondiales, par les stigmates que ça a laissé dans la société, et aussi par la manière dont les corps ont été profondément mutilés. Alors la raison pour laquelle Franju doit recourir en quelque sorte à une esthétique du choc, à quelque chose qui est de l'ordre du gore et qui peut être difficile à regarder. D'ailleurs, parenthèse, mais quand le film a été montré à Édimbourg en 60, il y a 7 personnes qui ont perdu conscience dans la salle. C'est pas pour vous faire peur, mais en gros, il doit recourir à ça parce qu'il y a une forme d'anesthésie globale. Il y a un historien qui s'appelle Henri Rousseau qui, dans ses travaux, montre qu'entre 1954 et 1971, c'est une période très pivot dans ce qu'il appelle la construction du syndrome de Vichy, c'est-à-dire toute cette période d'après-guerre où
tellement traumatisée par ce qui s'est passé sous l'occupation, la France doit se rassurer en créant un contre-discours selon lequel eh bien, De Gaulle est arrivé et il a réussi à vaincre la France impure, la France fausse, la France de Vichy qui n'est pas la vraie France, mais que la France pure, la vraie France, est venue reprendre ses droits et sauver la société. En gros, toute une technique de propagande qui vise finalement à minimiser en quelque sorte les effets extrêmement positifs qu'a pu avoir le régime de Vichy dans la société et a du coup obstrué tout ce qu'il y avait de plus, tout ce qu'il y avait de plus négatif, c'est-à-dire la déportation, l'annihilation complète de tout et puis la collaboration. Autant d'aspects qui, dans le film de Franju, pour un spectateur des années 60, saute vraiment aux yeux. Alors l'aspect, je vous laisse découvrir le film évidemment, mais on peut le voir ici, mais l'élément le plus frappant, c'est le masque de Christiane, qui est en fait un masque de gueule cassée. Donc typiquement, les soldats qui ressortaient de la Première Guerre mondiale complètement défigurés avaient exactement les mêmes masques que ça. Et voilà, j'aimerais juste terminer par une citation en anglais pour les spectateurs anglophones qui seraient ici, vu que le film est sous-titré en anglais, tiré d'un ouvrage de Adam Lewinstein. Je peux vous donner la référence en sortant, si jamais ça vous intéresse. C'est très intéressant pour le film d'horreur et toute l'idée d'un trauma historique que ces films tentent d'explorer ou d'interroger. Donc ce sera en anglais, désolé. Et je tremble comme une feuille en plus. Donc en gros, juste pour situer, il rattache l'esthétique de Franju à l'esthétique de Krakauer, qui est un théoricien du cinéma, et qu'il oppose à toute la théorie de Bazin, Bazin étant le grand intellectuel de la nouvelle vague, et ça explique aussi un peu pourquoi, dans les années 60, ce film ne fait aucun sens pour personne et qu'il est complètement oublié, et que Franju se plaindra à la fin de sa vie de n'avoir jamais été reconnu comme le réalisateur qu'il était. Donc voilà. Désolé pour mon anglais. Bazin values the photograph for its ability to re-mythologize the external world, to restore its state of virginal purity after being soiled by the experience of the perceiver, c'est-à-dire the contaminating experience, in other words, of history. For Krakauer, photographs contains the potential to mythologize the external world and force a shocking recognition of this world as shaped by the currents of history. Although Krakauer will later bestow the rather Bazinian subtitled The Redemption of Physical Reality, it's the title of his book, on his own book Theory of Film, the two theorists ultimately present very different versions of redeeming the real. Bazin's redemption reclaims the pure and the virginal in the name of love, while Krakauer's redemption captures the reflection of Medusa in Perseus' shield. The real face of things too dreadful to be beheld in reality. Krakauer, like Franju, believes in cinema as a means of reckoning with the horrible, the ugly, the painful, and the impure. This is inevitably the real of history, politics, and traumatic events, while Bazin's real is just as inevitably contingent on suspending precisely these elements so that purity might be regained. Je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Peut-être une toute micro-dernière chose, mais qui est en gros ce que je viens de dire, c'est que dans ses entretiens à la fin de sa vie, Franju explique qu'il fait de l'horreur à dose homéopathique. Le principe de l'homéopathie, c'est qu'on a un mal ou un choc et qu'on réintroduit dans le corps des petits chocs ou des contre-chocs pour aider le corps à assimiler ou à intégrer le choc. Et donc du coup, je pense que ça en dit beaucoup de ce film qui en gros exploite les moyens qui permettent de choquer une audience, mais pour en quelque sorte tenter de faire ressurgir quelque chose de complètement refoulé, qui est tous les traumas liés à la Seconde Guerre mondiale, des atrocités qu'il savait, qui s'étaient produites, mais dont on ne parle pas,
D'autant plus que le film est fait en 60, à un moment où les mêmes atrocités sont commises en Algérie, et que c'est la même chose, ça se passe en Algérie, mais on n'en parle pas. Donc voilà, il y a tout ce contexte politique à prendre en compte en regardant le film, je pense. Bonne séance.